never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never. Je suis Valentine, comme d'habitude, et aujourd'hui, on va parler de l'épidémie de VIH en Guyane, parler des spécificités du territoire et des difficultés que rencontrent les acteurs de la lutte sur place. Si vous avez une question ou vous souhaitez réagir à l'émission, appelez-nous au 01 40 40 90 25 ou bien laissez-nous un message sur le site comitédesfamilles.net. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @VIH Radio, et sur Facebook, page Comité des Familles. Retrouvez également tous les épisodes de Vivre avec le VIH en podcast sur notre site, sur Audioblog, sur Spotify et Apple Podcast. Until you try. Never feel happy until you try. Everybody needs this. Everybody needs this happy thing. Quelle est la situation épidémique de VIH en Guyane ? J'ai posé la question au docteur Florence Hubert, médecin à la Croix-Rouge en Guyane française et coprésidente du Corévi Guyane. Ensemble, nous avons parlé des problématiques sanitaires, sociales et logistiques que rencontrent les acteurs guyanais de la lutte contre le VIH. Nous avons parlé de prévention, d'information, de dépistage, de médiation en santé et d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. En raison du décalage horaire, nos échanges ont eu lieu en visioconférence le 14 mars dernier. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Florence Hubert, je vous remercie grandement d'être aujourd'hui présente avec moi pour l'émission Vivre avec le VIH. Bonjour, avant toute chose, je vous remercie pour votre invitation. Je suis médecin infectiologue et j'exerce en Guyane française depuis 2013. J'ai des fonctions essentiellement de coordination. En particulier, je suis présidente d'un réseau ville-hôpital qui accompagne les personnes vivant avec le VIH ou avec une IST chronique, qui s'appelle le réseau Kikiwi. Je suis également vice-présidente du Corévi Guyane et j'ai également des missions de coordination au sein de la Croix-Rouge française, donc plutôt dépistage, orientée vers le dépistage et la lutte contre les IST. D'accord. Du coup, notre émission est consacrée à l'épidémie du VIH en Guyane, parce que c'est le département français le plus touché par le virus. Alors, juste un peu pour que les auditeurs se resituent, une grande partie des personnes en Guyane qui découvrent qu'ils sont séropositifs au VIH le sont à un stade avancé de l'infection. J'avais regardé les chiffres de Santé publique France de 2019. On parle de 30% à Cayenne et 45% à Saint-Laurent-du-Maroni. Du coup, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter la situation de l'infection au VIH en Guyane ? Alors en effet, on a la malchance de vivre dans un département où la prévalence est relativement importante puisqu'on a plus de 1% de la population adulte qui est infectée par le VIH. Oui. Les chiffres chez les femmes enceintes sont constamment supérieurs à 1%. Alors, il faut savoir que la Guyane se trouve en Amérique du Sud et que finalement, cette prévalence correspond, somme toute, à ce qu'on va trouver dans la région. La prévalence, finalement, ce n'est pas un phénomène isolé, hein. La Guyane s'inscrit dans un écosystème qui est sud-américain avec des pays plus pauvres que ce qu'on trouve en Europe.
Donc, de cause à effet, la prévalence est en effet beaucoup plus élevée que ce qu'on peut trouver en France métropolitaine, en sachant que l'épidémie est assez différente. On va peu trouver de personnes qui se déclarent homosexuelles, Oui, mais on va trouver beaucoup plus de personnes qui se déclarent hétérosexuelles, en tout cas chez qui les relations hétérosexuelles sont a priori la cause de l'infection. Donc c'est finalement des choses un peu similaires aux pays en voie de développement, avec des grosses problématiques de précarité sous-jacente, notamment des problématiques de vulnérabilité sexuelle chez les femmes, chez les personnes migrantes, chez les personnes exposées à la précarité économique. et du coup, vous disiez qu'il y a plus de femmes dépistées séropositives au VIH que d'hommes, ou c'est équilibré? C'est relativement équilibré, mais ce qui est très différent de ce qu'on va trouver en France métropolitaine, par exemple. En France C'est-à-dire? métropolitaine, on va avoir plus d'hommes, D'accord. notamment des hommes jeunes HSH, Oui, homosexuels, alors en Guyane, ça va être plus équilibré entre les femmes et les hommes, et ça va être essentiellement des personnes en situation de précarité, d'accord. voire de grande précarité. Et du coup, face à ça, quelles sont les problématiques que rencontre le territoire, que ce soit en termes euh, d'accompagnement des personnes séropositives, mais aussi de dépistage, d'information, d'accueil? Quelles sont les problématiques qui sont vraiment spécifiques à la Guyane qu'on ne retrouve pas forcément, bah, par exemple, en métropole? Alors, je ne sais pas s'il y a des problématiques complètement spécifiques à la Guyane. Je pense qu'il y a des problématiques qu'on va trouver un peu partout, mais qui vont être exacerbées en Guyane. La question de la précarité, de l'insécurité alimentaire est extrêmement prégnante en Guyane. On avait eu des études VESPA qui avaient été faites avec 2 volets, hein, et on avait quasiment une personne sur 3 qui avait des difficultés pour s'alimenter, parmi les personnes infectées par le VIH qui avaient été interrogées à l'hôpital. Nous, on a fait une étude récemment à la Croix-Rouge, et on est parmi les femmes qui consultent dans les centres de la Croix-Rouge, on avait 2 femmes sur 3 qui avaient des difficultés pour s'alimenter, en dehors du VIH, hein, on parle de personnes en situation de précarité. Donc cette situation de l'extrême pauvreté, des difficultés pour des besoins de base tels que l'alimentation, l'hébergement, l'eau potable aussi, Ouais. c'est vraiment des problématiques qu'on va trouver de façon exacerbée en Guyane par rapport à ce qu'on peut rencontrer en métropole. L'autre problématique, ça va être de faire face à des personnes, enfin de faire face, en tout cas de prendre en charge des personnes qui viennent d'origines géographiques très variées, Oui, en sachant qu'en Guyane déjà, à la base, 30 à 40 de la population est née en dehors du département, avec beaucoup de personnes qui viennent des pays autres de la Grande Caraïbe, ou alors des pays environnants tels que le Suriname, le Guyana, le Brésil, et puis Haïti, un peu plus lointain. Et ces personnes migrantes sont particulièrement exposées du fait du contexte de précarité économique qu'elles peuvent subir au quotidien, oui. en sachant que d'après des études qui ont été faites par le Centre d'investigation clinique de Cayenne, très souvent ces personnes sont infectées après leur migration en Guyane, du fait des difficultés de vie, hein. D'accord. C'est les mêmes résultats qu'on avait trouvés chez les populations originaires d'Afrique subsaharienne, hein, dans l'étude Parcours. On estime qu'à peu près 1 sur 2 s'infecte après le parcours migratoire sur le territoire français, et on est à peu près dans les mêmes taux en Guyane. Donc ces personnes migrantes, vont se retrouver infectées, et pour eux, ça va être aussi le défi de pouvoir comprendre cette maladie chronique, de pouvoir suivre un traitement au long cours, en même temps assurer leurs moyens de subsistance quotidien. Donc c'est quand même des difficultés qui vont s'accumuler pour des personnes en situation fragile. Et en Guyane, la plupart des personnes infectées viennent des pays environnants ou d'Haïti. Donc en effet, ça peut poser des difficultés
en termes d'accès aux soins, d'accès aux traitements, comme je viens de le dire, mais également pour les soignants, pour l'éducation thérapeutique, pour expliquer ce qu'est le VIH, pourquoi il faut prendre un traitement au long cours. Tout ça, ça nécessite des moyens, en tout cas, une professionnalisation de certains métiers, tels que la médiation en santé, qui pour nous est un pilier fondamental de la prise en charge. Oui. On va travailler avec des personnes originaires des mêmes communautés que nos patients, qui vont servir d'interface entre les soignants, avec leur culture biomédicale, et les personnes infectées qui n'ont pas forcément cette même culture. Et cette interface se fait dans les deux sens d'ailleurs. Du soignant, ça va nous permettre de passer de l'information du soignant vers les patients et également des patients vers les soignants pour que les soignants soient plus à même de comprendre et d'appréhender des origines culturelles variées et des problématiques sociales aussi un peu extrêmes auxquelles nos patients peuvent être confrontés. Oui, parce que forcément, il faut un médiateur ou une médiatrice qui connaît la culture, mais aussi la langue, qui sait s'adapter en fait aux personnes qu'elle a, qu'il ou elle a devant elle. Et oui, exactement. Ils ont vraiment une fonction essentielle pour nous. Actuellement, le Covid nous l'a encore rappelé, hein, le soin ne peut se faire sans la médiation quand on s'adresse à des personnes en situation de migration ou de grande précarité. Et dans le domaine de la prise en charge du VIH, comme du Covid d'ailleurs, c'est tout à fait indispensable. Par exemple, sur les représentations de la maladie, les médiateurs vont trouver les mots, vont trouver les métaphores qui vont pouvoir être comprises par les personnes concernées. Et pour revenir donc aux problématiques qui sont assez présentes en Guyane, donc, on a parlé des problématiques culturelles et linguistiques, il y a des difficultés économiques liées à la précarité, et vous me parlez quand on avait échangé pour préparer cette émission, du fait aussi qu'il y a un fort illettrisme, et donc forcément ça impacte toute cette prise en charge, cet accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH. Oui, tout à fait, puisque beaucoup d'informations est véhiculée par l'écrit en France métropolitaine. Quand on a affaire à des patients qui ont un niveau d'éducation relativement élevé, on va pouvoir leur indiquer des liens Internet pour qu'ils puissent se renseigner. On va pouvoir leur donner de la documentation écrite. Alors qu'en Guyane, très souvent, ça va être inutile. Oui. Parce que les personnes vont être en difficulté par rapport à la langue écrite et voire même à la langue française également. Et du coup, il faut adapter nos outils. Alors nous, on a pas mal travaillé à la création d'outils vidéo avec un projet qui a été financé par l'ARS de Guyane, un projet collaboratif où on a mis 13 associations guyanaises autour de la table pour créer des outils vidéo qui sont à présent disponibles en 7 langues différentes. D'accord. C'est des petits films de 3 à 4 minutes, donc c'est des formats relativement courts qui se veulent le plus pédagogiques possible, avec des personnages en pâte à modeler qui évoluent sous un décor guyanais, hein, avec des images filmées en Guyane et qui parlent de leurs problématiques de santé. Et c'est des outils extrêmement précieux pour expliquer ce qu'est le VIH, ce qu'est une hépatite virale, pourquoi se faire vacciner, qu'est-ce que le cancer du col, la vaccination HPV, que faire en cas de violence conjugale. Voilà, des choses très pratico-pratiques, des messages clairs, simples, que des personnes peuvent s'approprier dans différentes langues, donc les langues les plus couramment parlées sur le territoire. Et dans la première version, on a 16 vidéos. Et là, on est en train d'en sortir des nouvelles pour les personnes nouvellement infectées, pour leur expliquer à quelle sauce ils vont être mangés, entre guillemets, que ce soit pour des personnes infectées par le VIH, pour l'hépatite B.
Et on a également un film qui va sortir pour les candidats à la PrEP, donc les personnes à risque sexuel, et également pour les futurs papas, pour qu'ils puissent comprendre l'importance du dépistage pendant la grossesse de leur femme. D'accord. Et donc, cette première série de vidéos, c'était plus d'information et de prévention. Et comment ça se passe? Elles sont diffusées sur Internet? Est-ce qu'elles sont diffusées aussi dans d'autres structures? Comment vous faites pour qu'elles soient vues par le plus grand nombre en Guyane? Alors, ces vidéos ont été diffusées très largement à l'ensemble de nos partenaires, puisqu'on était déjà 13 associations à travailler sur le projet. On a installé pas mal de postes de télévision, donc entre 20 et 25 postes, sur tout le territoire, dans des centres partenaires, des centres sociaux, des centres de santé. Par exemple, dans les centres de médecine préventive de la Croix-Rouge française, ces vidéos tournent en boucle en salle d'attente. D'accord. Puisqu'on utilise donc à bon escient, si on peut dire, ces temps d'attente qui peuvent être parfois prolongés, même si on essaye de limiter. Mais au J'imagine. moins, voilà, les patients ont accès à l'information médicale en différentes langues. Et puis les soignants, les médiateurs, tous nos partenaires santé, en fait, peuvent les utiliser de façon plus individuelle en tant qu'outil d'information, qu'outil d'éducation thérapeutique dans la langue maternelle du patient. Par exemple, pour les journées de SIDAction, on l'a pas mal utilisé au centre pénitentiaire. Oui. On est venu avec des petites tablettes. Voilà, on a proposé entre guillemets le menu des différents thèmes avec les 16 vidéos VISA de la première série, et les personnes nous disaient: «Ah bah là, j'aimerais bien entendre parler des fausses croyances sur le VIH, des pratiques sanglantes, Mm. j'aimerais entendre parler, de la contraception», voilà, et à ce moment-là, on est en capacité de montrer la vidéo dans la langue maternelle du patient en général. Et D'accord. c'était très, très bien perçu, hein. On a fait une évaluation qui était extrêmement positive, avec un fort taux de satisfaction des personnes bénéficiaires. D'accord. Et en Guyane, de manière générale, le niveau d'information sur les IST, on pourrait l'évaluer comment? Est-ce que les gens sont globalement bien informés? Peu, voire pas du tout? Alors, ça dépend de quoi on parle. Heu, au niveau scolaire, il y a quand même des gros, gros efforts qui sont faits avec, des acteurs qui se sont quand même bien consolidés, concertés. Enfin, les choses se sont quand même beaucoup structurées, au niveau scolaire. Donc, la cible jeune, normalement, est un petit peu mieux informée qu'elle ne l'était il y a 10 ans, mais bon, c'est un travail de fond qui reste à faire. Après, les personnes, les plus marginalisées, les personnes en situation de migration, on ne peut pas dire qu'elles soient bien informées. On a fait récemment une enquête parmi les femmes qui consultaient, dans les centres de la Croix-Rouge, les centres de médecine préventive, et la connaissance de la PrEP, par exemple, était extrêmement faible. La Oui. connaissance du traitement post-exposition était extrêmement faible. De mémoire, on était parmi les femmes haïtiennes, moins de 20% connaissaient la PrEP. Je crois qu'on était plutôt aux environs de 12%. Donc voilà, on est quand même dans des taux très faibles. Après, il y a des grosses différences selon les communautés. Heu, Oui, on voyait par exemple que les femmes dominicaines connaissaient beaucoup mieux, avaient beaucoup plus de connaissances que les femmes originaires d'Haïti. Donc, d'accord. probablement qu'il y a, voilà, il y a des communautés, enfin des portions de la population qui échappent à cette information, heu, parce que barrière de langue, et barrières, économiques, barrières pour accéder aux soins, enfin les barrières sont multiples pour certaines, parties de la population. Et c'est à nous de redoubler d'efforts en fait pour leur permettre d'accéder à cette information. Et est-ce que parmi les nombreuses communautés, l'une des barrières peut être aussi parfois le tabou, de ne pas oser poser des questions, de ne pas oser en parler? Alors ça c'est je ne sais pas si je suis la mieux placée pour vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des tabous dans la communauté pour aborder, certains sujets, hein. Enfin, dans certaines communautés, on en parlait encore la semaine dernière avec la problématique des violences sexuelles, notamment dans les communautés amérindiennes où il y avait beaucoup de tabous encore, pour aborder ces sujets en groupe avec les professionnels en cours d'intervention groupale.
pour aborder ça même au sein des communautés avec les chefs coutumiers, les collègues, de l'association ID Santé qui exposaient, leur, leur projet, nous racontaient que c'était extrêmement compliqué parce que ça soulève, beaucoup de choses, hein, Oui, beaucoup de remises en question aussi qui sont parfois difficiles. Par contre, en termes de tabous, vis-à-vis des soignants, là, je serais un peu plus nuancée. d'accord, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de la confiance et du temps qu'on peut accorder aux personnes, pour pouvoir, avoir certaines confidences, ben, il faut un cadre, il faut du temps, parfois revoir les personnes plusieurs fois. Alors je ne sais pas si on appelle ça un ta si on peut appeler ça un tabou, en tout cas, oui, il faut du temps et de la confiance, d'accord. pour certaines prises en charge de choses, un peu plus difficiles, un peu plus douloureuses, un peu plus subtiles, telles que les violences sexuelles, par exemple. C'est sûr qu'il faut pouvoir s'adapter à ce public en leur accordant le temps et la disponibilité et en pouvant, aussi, prendre en compte la barrière de la langue, D'accord. également. Et On au, en ni- revient à nos questions des médiateurs. On en revient à la même chose. et au niveau du dépistage, qu'est-ce qui est fait sur le territoire pour encourager les personnes, hommes et femmes, à se faire dépister du VIH comme d'autres IST, d'autres infections? Alors bon, bah, en termes de communication, bon, il y a tout ce dont j'ai déjà parlé. On a des campagnes régulières aussi, notamment pour la semaine caribéenne de dépistage, qui devrait être un petit peu différente, cette année. D'accord, Mais on essaye, voilà, de trouver des moments dans l'année pour encourager, le dépistage. On a des CEGID, donc des centres d'information et de dépistage pour le VIH, les hépatites, les IST qui offrent, des prises en charge, gratuites, hein, à toute personne, y compris des personnes sans papier. Et on a aussi beaucoup d'actions, de dépistage communautaire, oui, avec pas mal d'associations qui œuvrent, sur le territoire. Des associations telles que Aide, sur Saint-Laurent-du-Maroni, Entraide sur Cayenne, Médecins du Monde aussi sur la région de Cayenne, Adhère plutôt sur Kourou, sur Maripasoula également, Adhère est positionné. On a des centres de santé qui offrent également, des prises en charge et des dépistages gratuits pour les communes de l'intérieur, avec notamment une équipe mobile de santé publique qui est assez active aussi. C'est des structures qui sont rattachées, le plus souvent à l'hôpital de Cayenne et parfois à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, donc des structures hospitalières qui s'apparentent à des dispensaires en fait, hein, et qui sont quand même, très, voilà, très précieuses, sur le territoire guyanais. Et enfin, il y a aussi beaucoup d'actions de dépistage, hors les murs, médicalisées ou paramédicalisées, qui se font par d'accord. la Croix-Rouge française, qui a beaucoup d'actions, dans les zones d'habitat spontané, hein, qui s'apparentent à ce qu'on appelle des bidonvilles. Donc on essaye de délocaliser, le plus possible cette offre de dépistage au plus près des personnes en situation d'exclusion et de précarité. Et ça se fait, sur Cayenne, sur Saint-Laurent-du-Maroni, sur Kourou et dans toutes les zones, environnantes, y compris les coins assez reculés. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus difficiles à couvrir que d'autres? Oui, 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 bien entendu. Toutes les zones et les territoires de l'intérieur, en effet, peuvent être, des territoires, particulièrement, compliqués, encore plus si les personnes habitent, loin des centres de santé. Là, en effet, l'offre va être, plus difficile d'accès, tout à fait. Et on a aussi, même sur le littoral, hein, des personnes qui Oui. habitent, à 2 heures, 3 heures de piste, qui sont pas forcément praticables, si on n'a pas de 4x4 et les personnes en situation précaire, n'ont pas forcément de moyens de locomotion non plus. Donc en effet, on a même sur le littoral des personnes qui ont un accès aux soins qui peut être extrêmement compliqué du fait de ces barrières géographiques. Justement, en parlant d'accès aux soins, en Guyane, comment ça se passe l'accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH, l'accès aux traitements, etc.
Alors, la Guyane est un département français, donc les normes en vigueur en France métropolitaine s'appliquent aussi en Guyane. Donc, on a accès à toutes les molécules qu'on peut avoir en métropole. On a accès au suivi biologique aussi, tel qu'il se fait en métropole, hein. On suit les recommandations éditées au niveau national. Le taux de succès virologique est bon en Guyane, hein. On est à plus de 90% de succès virologique. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une défaillance au niveau de la prise en charge. Par contre, la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'accompagnement. Très tôt, on a réussi à mobiliser des moyens pour cet accompagnement qui permet aux personnes infectées de poursuivre leur traitement, puisque finalement, la grosse difficulté pour les personnes infectées par le VIH, c'est pas de prendre un comprimé tous les jours, c'est que leurs conditions de vie leur permettent d'avoir un accès aux soins, d'aller à la pharmacie, d'avoir une sécu à jour, d'avoir accès au traitement. Et c'est vraiment là que réside la difficulté. À titre d'exemple, récemment en Guyane, on a eu une bataille qui a duré pas mal d'années, qui a enfin fini par aboutir pour que des personnes en situation d'éloignement géographique puissent avoir 3 mois de traitement délivré en pharmacie. Donc ça, c'est quand même une grande victoire. Oui. Le Covid nous a aidés, hein, puisqu'il y avait déjà eu cette expérience, notamment en région PACA, dans le cadre du confinement Covid. On s'est aperçu que finalement, ça rendait beaucoup de services et que les effets délétères n'étaient pas si élevés que ça. Et on a réussi enfin à avoir la même possibilité en Guyane. Et ça peut rendre de grands services, notamment pour des personnes qui travaillent en forêt, qui vont revenir très difficilement vers les centres de santé. On a aussi des populations clandestines, hein, notamment des orpailleurs qui sont dans l'illégalité, qui ont besoin d'un traitement. Et ces personnes-là aussi, en théorie, doivent être en capacité de pouvoir suivre un traitement pendant plusieurs mois entre 2 retours au centre de santé, ce qui était quasiment impossible avec des délivrances d'1 mois. Oui. Enfin, en tout cas pour certaines personnes. Donc, c'est une grande avancée pour nous. Et par ailleurs, on a aussi un réseau ville-hôpital qui a un rôle important pour accompagner les patients en situation de grande vulnérabilité sociale ou médicale d'ailleurs. Donc, c'est le réseau Kikiwi, le réseau ville-hôpital, avec 2 types d'accompagnement qui sont proposés, soit par des infirmières libérales. Donc, le réseau va payer des prestations compensatoires à ces infirmières pour qu'elles puissent faire des visites à domicile de certains patients, notamment des patients sans sécurité sociale, parce qu'ils n'ont pas encore de droit ouvert, des patients qui ont juste un problème d'observance et pas forcément de problématique médicale sous-jacente. Donc, on va pouvoir rémunérer ces IDE. Et l'autre type d'intervention, ça va être avec des médiateurs qui vont pouvoir offrir un accompagnement, y compris pour les droits sociaux, le maintien des droits sociaux ou l'accès aux droits sociaux, pour accéder à des hébergements, pour accéder à l'aide alimentaire, pour accéder à certains types d'aides sociales. Enfin voilà, ils ont vraiment un rôle d'accompagnement, y compris accompagnement physique parfois, hein. Ça peut arriver que physiquement, ils transportent des patients. Et ces médiateurs ont un rôle extrêmement important, notamment en début de prise en charge. Oui. Et aussi, quand les personnes ne veulent pas avoir d'infirmière à la maison parce qu'ils trouvent ça stigmatisant, ça arrive assez souvent. Oui. Notamment dans l'ouest de la Guyane, hein, les passages infirmiers sont assez mal perçus par les personnes vivant avec le VIH. Et quand on a un médiateur voilà, qui parle la même langue, qui est issu de la même communauté, c'est beaucoup plus discret et ça passe beaucoup mieux pour cet accompagnement, Le qui est contact tout aussi efficace. Oui, le contact est facilité et on a moins peur l'infirmière, ça fait tout de suite plus, comment dire, marqué qu'un médiateur en santé qui va accompagner sur toutes les sphères autour de la maladie. Tout à fait, tout à fait.
tout à fait. C'est bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, et on ne le dira jamais assez. Pour nous, c'est vraiment le pilier de la prise en charge. Euh, et selon vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré en Guyane en termes de Alors, bah, prise en charge, prévention, dépistage, accompagnement? je vais revenir à la médiation, hein. Cette médiation, ça a été quand même un long combat. Bon, moi, je connais la Guyane depuis plus de 20 ans dans le domaine de la prise en charge du VIH, en tout cas, puisque j'étais déjà interne en Guyane il y a plus de 20 ans. À l'époque, la médiation en santé, c'était quelque chose de très marginal qu'on essayait de mettre en place avec plus ou moins de succès. Le Covid a été un grand catalyseur pour qu'il y ait une vraie reconnaissance institutionnelle de ce besoin. Oui. Bon, il reste encore du boulot, hein. Bon, globalement, on a quand même des moyens qui se sont dégagés, pas suffisamment. Je pense on en aurait encore besoin de plus. Et surtout, il faut pérenniser ces postes. Il faut que Oui, ces médiateurs, c'est ce que voilà, j'allais puissent dire. C'est pas, évoluer. c'est pas ils n'ont pas de statut officiel en fait en tant que médiateur de santé. C'est pas une profession à part entière comme infirmier. Il n'y a pas de grille salariale. C'est encore assez flou. Alors qu'on en a Ouais, besoin et en métropole aussi en fait, enfin, partout. ouais. Tout à fait, notamment au niveau hospitalier, parce que dans les associations, bon, on arrive un petit peu à avoir un peu de marge de manœuvre, mais au niveau hospitalier, en effet, c'est encore un statut voilà, qui fait office d'objet non identifié. Donc, je crois que là, il y a quand même une petite avancée à faire sur le plan institutionnel, en tout cas de la reconnaissance institutionnelle de ces médiateurs, de la professionnalisation aussi. Mm. En Guyane française, on a un DU de médiation en santé qui existe depuis pas très longtemps, hein, depuis quelques années, moins de 10 ans. Mm. Il doit avoir à peu près 5 ans, mais sans vouloir dire de bêtises, qui a été quand même une avancée. Oui. Mais voilà, c'est pas qualifiant à proprement parler, c'est un diplôme d'université. Et on a intérêt, je pense, à vraiment aller vers des choses plus officielles, plus qualifiantes et offrir des perspectives de carrière à ces médiateurs, en effet. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être améliorées selon vous? Alors, je pense que sur l'aller vers, on a encore des progrès à faire, Oui. puisqu'on sait bien que beaucoup de personnes, en tout cas pour ce qui est du dépistage, vont avoir des grosses difficultés, hein, à recourir aux structures, Oui. comme on vient de l'évoquer. Donc, mettre plus de moyens sur l'aller vers me semble important. On a un projet pilote, hein, qui est dans les cartons, qui j'espère va voir le jour en 2022, dans le cadre de la stratégie nationale en santé sexuelle. Oui. On a un projet d'équipe mobile en santé publique, D'accord. d'équipe mobile en santé sexuelle, pardon, Oui. euh, avec l'idée que des paramédicaux et des médiateurs vont pouvoir aller dans les quartiers, mener des actions d'information en santé, mais également de dépistage par TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique. Pas seulement pour le VIH, mais aussi pour les hépatites virales, hein, puisqu'on peut faire du multitrode en Oui. dépistant VIH, hépatite B, hépatite C et également syphilis d'ailleurs. Donc ces paramédicaux sont tout à fait à même de réaliser ces TROD sans médecin à côté, hein. Et également, ils peuvent proposer des prélèvements pour les infections sexuellement transmissibles, ils peuvent proposer des tests de grossesse, ils Oui. peuvent informer sur la PrEP, référer pour des traitements post-exposition. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par ces équipes mobiles dans les quartiers. Et on aimerait tenter cette expérience dans l'ouest de la Guyane pour commencer, dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni. En sachant que les médecins seront pas très loin, ils seront en deuxième ligne pour les personnes qui ont besoin d'être référencées. Oui. Et ce genre d'expérience, j'espère, pourra porter ses fruits et être diffusé, permettra, je l'espère, d'améliorer l'offre de dépistage sur les territoires les plus reculés de la Guyane.
Ah bah c'est quelque chose qui a déjà été fait ou c'est une idée que vous avez eue, vous, sur place? Enfin, quand je dis vous, c'est les professionnels et les associatifs. Alors, ben, le TROD, les TROD hépatite B sont officiels, sont au journal officiel depuis pas très très longtemps, même si on avait des TROD disponibles avec un marquage CE, donc de la communauté européenne. Mais on avait quand même voilà, cette petite barrière légale euh, qui, je pense, actuellement est résolue. Donc en France, sur des questions comme le TROD, on est un petit peu frileux sur le territoire français. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en Asie du Sud-Est, en Afrique, notamment avec Médecins sans frontières ou des ONG diverses. Et finalement, bah, c'est des choses qu'on connaissait bien, hein, le TROD hors les murs, l'implication des paramédicaux dans le dépistage, c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps. Mais sur le territoire français, c'est un peu plus nouveau. Peut-être parce qu'en France métropolitaine, ça ne correspond pas forcément aux besoins prioritaires, comme ça peut l'être en Guyane, parce que finalement, les problématiques qu'on rencontre en Guyane sont souvent communes à celles qu'on va rencontrer dans des pays moins développés, notamment en termes d'accès aux soins. Et je parlais plus pour les équipes mobiles, le fait d'avoir vraiment une équipe mobile qui va informer sur la santé sexuelle. Alors ça, c'est fait, hein, c'est déjà fait hein, par pas mal d'associations. Là, ce qui va être un peu nouveau, c'est que les infirmiers ou les sages-femmes et des médiateurs, donc des paramédicaux, Oui. vont pouvoir, sans médecin à proximité, proposer une offre en santé sexuelle qui inclut le dépistage du VIH, des hépatites, et avec voilà, pas mal de choses en plus par rapport à ce qui est fait actuellement. Que ce soit le plus complet possible, Le finalement. plus complet possible, ouais. Ouais, ouais, exactement. En Et, sachant que le TROD communautaire est déjà réalisé, mais uniquement pour le VIH et le VHC. d'accord. Et pour nos auditeurs guyanais qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez rappeler un peu les grosses associations qui sont présentes sur place, si jamais quelqu'un a envie de se faire dépister ou juste s'informer tout simplement? Mmh. Alors, j'espère que je vais oublier personne, ne fâcher personne par mes oublis. Alors, pour ce qui est de Cayenne et des environs de Cayenne, on a bah, la Croix-Rouge française Oui, qui a quand même une grosse offre médicalisée, donc avec des paramédicaux, des médicaux, des médiateurs, pour le dépistage conventionnel par TROD, IST. Donc, ça concerne les hépatites, le VIH, les IST, mais également la tuberculose. La Croix-Rouge propose aussi la vaccination, notamment l'hépatite B, voilà, qui est quand même une grosse problématique sur le territoire. Toujours sur Cayenne, on a l'association Médecins du Monde qui fait beaucoup d'informations dans les quartiers, beaucoup d'actions d'accompagnement pour l'accès aux droits aussi, oui, notamment l'accès aux droits en santé. On a l'association DAC qui a également des missions d'information dans certains quartiers. Donc DAC, c'est DAAC. merci. Donc des quartiers de Matoury, Cognola-Mirande, Arc-en-Ciel, Arémire-Montjoly, pour les citer. Donc avec des projets d'accompagnement par la médiation, accompagnement social et aussi information. On a l'association Entraide Oui, également, qui accompagne surtout des personnes infectées par le VIH, d'accord. avec des groupes de parole, avec un accompagnement physique, enfin tel que peut le faire le réseau Kikiwi d'ailleurs, en termes de médiation. Ils ont aussi une assistante sociale aussi qui appuie les patients. Le réseau Kikiwi, j'en ai parlé tout à l'heure, Oui, qui est très actif sur le littoral. Donc avec des coordinatrices qui vont pouvoir proposer un accompagnement aux patients, notamment les nouvelles personnes infectées, mais pas que, hein, tous les patients en difficulté, que ce soit des difficultés d'observance ou des difficultés de vie plus générales. Sur Kourou, on a l'association ADER oui, qui propose du dépistage hors les murs, des actions ciblées aussi, notamment envers des publics à risque, et également des actions
sur le Haut-Maroni, mais ça va être un petit peu différent. Je ne veux pas dire de bêtises. Sur Saint-Laurent-du-Maroni, on a l'association Aide, Oui, qui soutient les personnes infectées par le VIH et par des hépatites virales, qui organise des week-ends santé, des groupes de parole, des permanences, qui ont également des médiateurs. Ils ont également des missions de dépistage hors les murs. d'accord. Donc, ils font des missions en pirogue, par exemple, pour proposer des dépistages ou des dépistages sur Saint-Laurent, dans les quartiers de Saint-Laurent. Voilà les grosses associations. Ah oui, l'association aide aussi à un projet sur le Haut-Maroni, à Saint-Laurent-du-Maroni, le projet Takari, qui repose surtout sur la médiation, sur de l'accompagnement par la médiation. D'accord. Donc Et aussi des sujets très importants. J'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, parce que je ne les ai pas concertés avant de prendre la parole, mais il n'y a pas de souci. grosso modo, je ne vais pas être très loin. J'ai oublié de citer une association qui est… Ah oui. Enfin, deux associations même, je suis vraiment désolée. Deux associations également sont un peu plus récentes sur le territoire, mais ont des actions importantes. On a l'AGRE, Oui, l'association guyanaise de réduction des risques, qui a des actions qui ciblent essentiellement un public de rue qui a des problèmes d'addiction, notamment des problèmes d'addiction au crack, hein, d'accord. qui est un problème assez prévalent sur notre territoire. Ils sont situés dans la région de Cayenne. Et on a également SIDA Info Service, qui Oui, s'appelle maintenant oui, SIS Association, oui. qui, après avoir quitté le territoire, est fort heureusement revenu s'installer en Guyane avec une ligne d'écoute qui s'est remis en place il y a pas très longtemps, et ils sont en capacité de répondre en différentes langues. Et je pense que ça va rendre de grands services aussi. Effectivement, on en avait parlé lors d'une précédente émission, mais effectivement, surtout comme vous le disiez, parmi une population qui n'a pas forcément accès à, à l'apprentissage de la lecture, etc., d'avoir un numéro de téléphone pour poser toutes les questions sans tabou. Je rappelle, c'est gratuit, anonyme, confidentiel, donc vous faites bien de le redire à l'antenne. Et peut-être rappeler aussi, il y a combien de centres de dépistage en Guyane française? Centres de dépistage VIH. Alors, ce n'est pas des centres uniquement de dépistage VIH, D'accord. c'est des centres de soins qui Oui, proposent du d'accord. dépistage VIH, et souvent hépatite, IST, syphilis, enfin souvent il n'y a pas que le VIH. Donc sur le littoral, on a les CJ de la Croix-Rouge française, donc à Cayenne, à Kourou, à Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord. On a également un centre de dépistage à l'hôpital de Cayenne D'accord. qui se situe au niveau du service de dermatologie, qui propose VIH, hépatite, syphilis, il me semble, mais je ne suis pas sûre qu'il propose les IST. Et pour les communes ah oui, on a également un CJ au niveau du Choc, donc le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, qui se situe à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on a deux CJ à Saint-Laurent-du-Maroni, et celui de la Croix-Rouge et celui du Choc. Les CJ de la Croix-Rouge s'appellent des CPS, Centres de prévention santé. D'accord. Donc Oui, je les précise. personnes en Guyane les connaissent sous le D'accord. terme de CPS. D'accord. Et pour les communes de l'intérieur, c'est les centres de santé, qui D'accord. sont les sites de référence pour le dépistage des hépatites, du VIH et des IST. Donc tous les centres de santé des communes de l'intérieur. Donc je ne vais pas tous les citer, mais il y a Grand Santi, Papa-Icheton, Marie-Passoula, Oui. Saint-Georges, Camopi, voilà, tous les centres de santé offrent du dépistage. Oui, c'est important de les rappeler un peu et les resituer. On arrive à la fin de notre entretien. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui vous semblait important de mettre en lumière qu'on n'a peut-être pas assez déroulé ou qu'on n'a peut-être pas du tout évoqué, ou on a fait le tour. Non, non, pour finir, moi j'encourage
tous ceux qui sont un peu curieux à venir découvrir notre beau département. Oui. Et je dirais encore plus, si on a des médecins, des infirmiers, des personnes professionnelles du soin, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis à relever. Et je pense qu'il se passe beaucoup de choses aussi très intéressantes en Guyane avec des personnes admirables, mobilisées. Et je pense que c'est un département un peu avant-gardiste en France aussi. Et ça, on ne le dit pas forcément, mais en termes d'initiative en matière de santé, notamment sur la santé sexuelle et reproductive, je pense qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes en Guyane et que finalement, même des professionnels exerçant en métropole pourraient y trouver des choses à apprendre. Comme vous l'avez entendu, les acteurs guyanais ont dû ruser et proposer des solutions adaptées au territoire et aux différentes communautés présentes sur le territoire, justement. Et ce sont des actions qui pourraient bien nous inspirer ici en métropole. Je vous laisse donc avec un peu de musique avant de passer aux annonces du chœur. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge et plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tout ce qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tout ce qui rendent les gens heureux.
Vous écoutez Vivre avec le VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs et à ceux qui les aiment. On passe aux annonces du cœur. Pour publier un message, rendez-vous sur notre site comitedesfamilles.net à la rubrique Annonces. Pour s'inscrire, il suffit de renseigner une adresse mail et un pseudo. En cas de question, je vous rappelle le numéro 01 40 40 90 25. Je suis une femme de 35 ans, on ne dirait pas, 172 cm, 89 kg, teint noir, moyenne de corpulence, vivant au Canada, recherche un homme entre 30 et 45 ans, en Europe ou en Amérique s'il vous plaît. Je suis une personne indépendante et bosseuse et j'aime le cinéma, faire la cuisine, la musique, danser, le voyage et beaucoup d'humour. Si tu te sens responsable et prêt à t'engager, prière de me contacter. Bonsoir à tous, mes vœux les meilleurs, surtout la santé. Je suis Camerounais de 37 ans vivant en Île-de-France. Je viens sur ce site avant tout pour trouver l'amour et pourquoi pas faire des rencontres amicales, histoire de discuter sans être jugé. Je suis ouvert d'esprit à l'écoute, courage à nous tous et gardez également le sourire. Bonjour à tous, je suis nouveau et désireux de communiquer avec des filles de la même situation que moi, histoire de rompre de la solitude, pourquoi pas faire une rencontre. Ma préférence est des filles de 18 à 30 ans, merci à toutes. Bonsoir, je suis une Camerounaise de 38 ans à la recherche d'un amour vrai. La couleur de la peau ne m'importe pas, c'est l'intérieur qui me concerne. Blagueur et apprenti sorcier, passez s'il vous plaît. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Vivre avec le VIH, on passe aux news. Le SIDAction approche à grands pas. Rendez-vous les 25, 26 et 27 mars prochains. À l'occasion de la soirée de présentation du SIDAction 2022 qui avait lieu le 7 mars dernier, de nombreuses célébrités étaient présentes. Nous avons vu Line Renaud, actrice française et vice-présidente du SIDAction, mais aussi Jean-Paul Gaultier, créateur de mode et ambassadeur de l'association, et Bilal Hassani, chanteur engagé que nous avons pu avoir en interview. Nous lui avons demandé la raison de sa venue à la soirée au SIDAction. Je vous laisse l'écouter. J'ai toujours été très sensible à l'engagement du SIDAction depuis que je suis tout petit. C'est ma source d'information première en fait depuis ma découverte de l'épidémie. Quand Lynn m'a très gentiment invité pour le premier prime du SIDAction en 2019, du coup de ma carrière, j'y suis allé et j'y serai encore la semaine prochaine. Mon engagement heureusement ne s'arrête pas à juste pousser la chansonnette une fois par an. On essaie de faire de la prévention auprès des jeunes qui sont encore très très peu informés sur la condition de vie des gens qui vivent avec le VIH, avec le sida. Voilà, moi j'apprends encore à des amis tous les jours que la PrEP existe. Et voilà, il y a cette idée quand même de déstigmatisation de notre génération qui est très très importante pour moi. Et aussi de se battre contre les sérophobies et qu'on arrête de vilifier les personnes qui vivent avec le VIH. Et dans quel cas tu as découvert un peu le VIH, les informations autour ? Alors c'est ma maman qui m'en a beaucoup parlé. Ma mère, elle a essayé de... Alors on avait un concept tous les dimanches qu'on peut lire d'ailleurs dans le livre de ma mère qui s'appelle Être mère.
où elle en parle. La table des savoirs, c'était un moment tous les dimanches où du coup maman qui est juste là pouvait nous répondre à toutes les questions qu'on avait. Je lui avais demandé ce qu'était le VIH, je lui avais demandé ce qu'était le sida et elle m'en avait parlé de manière assez extensible. Elle a un souvenir très vraiment gravé dans sa mémoire de mon grand-père, son papa qui entendait à la radio les premières informations de l'arrivée de cette épidémie au début où on n'en savait rien. Et donc c'est pour ça que c'était très important pour elle de m'en parler. Vite. Je te remercie. Merci beaucoup. Retrouvez toutes les informations en détail sur notre site Comité des familles. Aux États-Unis, un préservatif un peu spécial va être commercialisé. Il s'agit d'un préservatif dédié aux pratiques sexuelles par voie anale. L'Agence du médicament américaine a autorisé la vente de One Male Condom, c'est son nom, le 23 février 2022. Le but, c'est réduire les risques de transmission des infections sexuellement transmissibles lors de rapports anaux. Parce que oui, ce risque, il existe et il est conséquent. Le problème, c'est que le préservatif actuel est peu utilisé lors de rapports anaux. Il arrive qu'il glisse ou se déchire pendant l'acte, comme il est conçu pour une pénétration uniquement vaginale. Le One Male Condom est une gaine en latex de caoutchouc naturel qui recouvre le pénis. Il existe 3 versions, standard, fine et ajustée, disponibles en 54 tailles différentes. Pour l'heure, c'est un produit malheureusement purement américain, rien n'indique qu'il sera disponible chez nous, ce qui est bien dommage. Alors en France, je me permets de vous le rappeler, pour se protéger du VIH, si vous ne voulez pas utiliser le préservatif, il existe la PrEP, un médicament à prendre avant et après un rapport non protégé, qu'il soit vaginal ou anal. Par contre, ce médicament, il ne protège pas des IST, des autres IST. Et justement, en parlant de mode de transmission, une nouvelle étude suggère qu'il pourrait influencer l'évolution de la maladie de l'infection par le VIH. Cette étude menée par l'Institut indien de sciences a remarqué que le VIH-1 est plus virulent lorsqu'il est transmis lors d'une pénétration vaginale non protégée, contrairement à une pénétration anale. Par contre, la pénétration anale reste la méthode où le taux de transmission est le plus élevé. Alors pour arriver à ces observations, les chercheurs ont suivi 340 000 personnes, certaines séropositives au VIH, d'autres non, certaines hétérosexuelles, d'autres homosexuelles. Ils ont observé le nombre de CD4, c'est un type de lymphocyte T dans le système immunitaire qui permet de mesurer la gravité de l'infection chez les personnes séropositives. Et ils ont observé que les personnes hétérosexuelles avaient systématiquement des taux de CD4 précoces inférieurs à ceux des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et pour terminer, l'association AID lance une campagne en vue de l'élection présidentielle française. L'association dénonce l'inaction des candidats par rapport à l'amélioration des systèmes de soins pour les personnes vivant avec le VIH, notamment en termes de prévention et d'accompagnement des usagers de drogue, des personnes migrantes particulièrement touchées par l'épidémie de VIH. Sur plusieurs affiches où l'on reconnaît de dos les principaux candidats à l'élection, il est écrit « Aujourd'hui, pour faire face au sida, il n'y a aucun candidat ». L'association a également lancé le hashtag Face au sida sur les réseaux sociaux pour interpeller les citoyens et les candidats. Espérons que l'appel à l'action soit entendu. Vivre avec le VIH, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.